partiel. Mais retenez vraiment le rôle de ces différentes hormones sur ces structures, hein. On reste là dans les choses vraiment de base, avec donc des anomalies qui ont été mises en évidence, des anomalies génétiques en particulier, qui peuvent concerner par exemple le récepteur à l'une de ces hormones ou des anomalies de l'hormone elle-même en ce qui concerne l'hormone antimullérienne, ou ça peut être, voilà, quand il y a un déficit, il y a des hommes qui ont en fait un testicule, des conduits génitaux de type masculin, mais des organes génitaux externes de type féminin. Des hommes chez qui on peut mettre en évidence, dans certains cas, un déficit de cette 5-alpha réductase. La testostérone n'étant pas transformée en dihydrotestostérone, on n'a pas de développement, de masculinisation des organes génitaux externes. On a mis en évidence des gènes, naturellement, des mutations des gènes de l'hormone antimullérienne ou de son récepteur. C'est une glycoprotéine, hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, les androgènes jouent aussi un rôle, alors notamment sur la phase inguinoscrotale de la migration des testicules. On peut la perturber en administrant au fœtus mâle des anti-androgènes ou des œstrogènes, hein. Donc cette deuxième phase est sous l'influence des androgènes, alors que dans la première phase, elle semble plutôt sous le contrôle, entre autres, d'un facteur type insuline sécrété par les cellules de Leydig. Voilà. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et c'est loin d'être complètement élucidé, cette migration des testicules. Alors oui, bon, je ne vais pas vous détailler toutes ces expériences mais c'est très intéressant, hein. En fait, on s'est dit, bah tiens, on a découvert SRY, donc on va pouvoir expliquer tous ces cas d'inversion sexuelle. En fait, on s'est aperçu qu'on n'en a expliqué qu'une minorité. Et c'était un argument de plus pour penser que peut-être SRY orchestre les choses à un moment donné, mais il nécessite, bien entendu, et en fait c'est maintenant bien connu, l'action préalable d'autres gènes et en cascade la modulation de la transcription d'activité d'autres gènes. Et donc, bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans d'autres espèces, il y a d'autres mécanismes de différenciation sexuelle. Et par exemple, donc, chez les insectes, chez la drosophile, qui a été très étudiée, c'est la notion d'équilibre entre des déterminants masculins et féminins, hein. Le déterminant féminin étant le chromosome dit X, alors que les déterminants masculins sont sur des autosomes. Et c'est un équilibre entre le nombre de X et les autosomes qui fait que le développement va dans un sens ou dans l'autre. Il y a des choses très étonnantes dans le monde animal, autres que nous. Il y a des animaux qui sont d'abord mâles et ensuite femelles, ou vice-versa. Par exemple, chez ce petit ver, là, Cenorhabditis elegans, qu'on étudie beaucoup, les XX sont hermaphrodites. Mais d'abord, ils produisent des spermatozoïdes au stade larvaire, et ensuite des ovocytes. Voilà. Chez les poissons, vous en avez, il y a plusieurs types d'hermaphrodisme. Alors il y a aussi des facteurs, des espèces qui sont sensibles à des facteurs environnementaux. Chez les tortues ou les crocodiles, c'est la température à laquelle se développent les œufs qui va faire que le développement se fait dans le sens masculin ou féminin. On s'est rendu compte que dans certains cas, des modifications du climat ou la pollution de certains milieux par des eaux plus chaudes, par exemple, sans parler des produits chimiques, pouvaient comme ça modifier
le sexe ratio dans certaines espèces dont la différenciation sexuelle dépend de l'environnement. Voilà, alors, vous imaginez bien que dans un processus aussi complexe, eh bien, les sources d'anomalies sont multiples et ces mécanismes peuvent être mis en échec à différents niveaux. D'une part, avant l'établissement du sexe gonadique, par donc réversion du sexe, ce que je décrivais tout à l'heure, ou alors par véritable hermaphrodisme, ce qui est très rare, mais ce qui existe, je vais en dire un mot après, qui est la coexistence de tissus de type testiculaire et de type ovarien, avec en général des conséquences en aval sur la différenciation des conduits génitaux et des organes génitaux externes. En aval de la différenciation gonadique, il peut y avoir une discordance entre le sexe de la gonade et celui du reste de l'appareil génital, ce qu'on va appeler des pseudo-hermaphrodismes. Et classiquement, il peut y avoir à la fois des causes génétiques, donc déficience enzymatique, déficience des récepteurs à des hormones, puis il peut y avoir des causes environnementales. Alors chez la femme, chez le sujet féminin XX, c'est connu depuis longtemps, par exemple dans une maladie qui est l'hyperplasie congénitale des surrénales. Je ne sais pas si vous connaissez, non? Bon, une maladie dans laquelle il manque une enzyme dans l'équipement de la surrénale qui fait que certaines substances ne peuvent pas être synthétisées. En amont, vous avez des substrats qui s'accumulent et ils vont être dérivés vers d'autres voies et notamment ça va conduire à l'augmentation de la production d'androgènes par les surrénales. Les surrénales produisent un peu d'androgènes. Il ne faut pas qu'elles en produisent trop, et surtout chez la petite fille pendant la vie intra-utérine, si elles produisent beaucoup d'androgènes, eh bien, il va y avoir, quoi donc? Il va y avoir masculinisation des conduits génitaux et des organes génitaux externes. Et tout ça peut conduire à des ambiguïtés sexuelles, alors, pour lesquelles on peut observer vraiment tous les intermédiaires, depuis le sexe masculin entièrement normal jusqu'au sexe féminin entièrement normal. On peut observer, c'est vraiment un spectre d'anomalies que l'on peut observer. Donc pour un sujet de sexe génétique donné, une minime malformation jusqu'à une aversion complète ou alors une absence de développement de toute structure normale. On peut aussi voir ça. Parmi les causes les anomalies fréquentes, on va dire, donc j'ai cité tout à l'heure les hernies inguinales, les ectopies testiculaires. L'hydrocèle, c'est la persistance de liquide dans la vaginale. Ça donne une poche plus ou moins remplie de liquide. C'est pas très grave, ça peut être gênant. Ça se perd quand c'est gênant. C'est pas très embêtant. Les malformations utérines, ça peut être plus gênant. Et alors, je viens de vous citer parmi les anomalies possibles, c'est la virilisation des organes génitaux externes de la petite fille, due à l'exposition soit endogène, soit exogène à des androgènes. Il y a eu un exemple extrêmement malheureux de malformation induite par un médicament dans les années, à partir des années 60 et encore tard, plus de 15 ou 20 ans, qui était l'administration d'une hormone, le diéthylstilbestrol, le distilbène, à des femmes enceintes pour éviter des avortements précoces et qui s'est révélé être tératogène, notamment pour les fœtus de sexe féminin, avec des anomalies de développement de l'utérus, souvent des utérus qui étaient cloisonnés, voire 2 hémi-utérus, mais aussi des anomalies cellulaires au niveau du vagin avec une propension à développer des cancers à ce niveau-là. Et puis chez les garçons, ça a été mis en évidence un peu plus tard, mais également aussi des malformations. Une autre malformation que je n'ai pas mise là, j'aurais dû, c'est la non-fermeture plus ou moins importante de la gouttière urétrale. Alors c'est ce qu'on appelle un hypospadias. Donc ça peut être plus ou moins, ça peut être une petite ouverture punctiforme,
Ça peut être toute la gouttière qui est pas fermée. Et donc, voilà, ça c'est une anomalie euh, qui n'est pas exceptionnelle, enfin en tout cas les petites. Euh, bon, il y en a beaucoup, hein, et il y a des causes qui sont donc génétiques, dont on ignore là une grande partie. Il y a aussi des causes liées sans doute à des facteurs environnementaux qui sont de plus en plus suspectés. Je vous ai cité l'exemple du distilbène, l'exemple de l'exposition malencontreuse d'un fœtus masculin à des oestrogènes. Mais heureusement, je pense que ça ne se voit pas trop. Euh, voilà. Alors ça aboutit donc à des difficultés à la naissance, quand c'est trop marqué, la difficulté d'attribuer un sexe au bébé. Et ça, c'est très embêtant pour tout le monde. Euh, voilà. Et, un problème difficile sur laquelle les opinions quant à la meilleure façon d'agir sont assez discutées. euh, Parce que ce n'est pas facile, parce qu'il y a eu des cas très malheureux où un sexe, on a décidé par exemple que le bébé serait un garçon ou une fille, et donc on a fait des opérations pour se rapprocher de cet état-là, et puis on a un enfant ou un adulte qui ensuite se sent très mal parce qu'en fait il ne se sent pas appartenir au sexe qu'on lui a assigné. Voilà. Je, je, je vais terminer en vous citant, en vous parlant d'un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh, mais je trouve que c'est bien, parce qu'il y a eu donc à travers ces mécanismes là que je vous ai, ces transformations, cette évolution, ces mécanismes que je vous ai décrits, il y a eu pendant longtemps une vue qui se rattachait un petit peu au concept d'Aristote d'il y a très longtemps, qui était que finalement le développement féminin était un développement passif, euh, et que c'était la présence donc d'un chromosome Y avec ce qu'il comporte qui activement faisait sortir le fœtus de ce développement passif pour en faire un garçon. Bon, c'était un peu sommaire et il n'a pas fallu très longtemps pour que quelques années après, ça soit remis en question par des chercheurs qui ont montré que la surexpression de certains gènes portés par le chromosome X, par exemple, peut entraver l'action d'un chromosome Y, d'un gène SRY normal. C'est-à-dire qu'on peut perturber, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui activement, et de façon un peu compétitive par rapport aux facteurs qui induisent le développement dans le sens masculin, des facteurs génétiques qui, eux, induisent le développement dans le sens ovarien et donc ensuite féminin. Voilà. Et donc, c'est très, très intéressant. Et maintenant, un certain nombre de biologistes qui s'intéressent à cette question ont tendance à parler plutôt d'un processus qui fait intervenir une balance, en fait, entre des facteurs de développement masculin et des facteurs de développement féminin qui sont susceptibles, qui souvent penchent nettement d'un côté, mais qui parfois, c'est relativement équilibré. Et l'article dont je vous parle, alors c'est dans le numéro